Bien, mais mes chers collègues, vous m'impressionnez par votre silence. Mais je vais devoir rompre ce silence pour ouvrir la séance. Bien, mes chers collègues, je déclare ouverte cette séance du Conseil municipal du 4 février 2022. Bienvenue pour cette première séance du Conseil municipal de l'année 2022, mais qui se tient à nouveau à effectif réduit, conformément aux préconisations préfectorales face à la situation sanitaire et que nous mettons en œuvre en accord avec les présidents de groupe. En application de la loi numéro 2021-1465 du 10 novembre 2021, le quorum est donc abaissé à 1/3 et chaque conseiller municipal peut être porteur de 2 procurations. C'est sous l'égide de ces dispositions que nous tenons le présent conseil. La réunion se déroule sans public, la retransmission directe de nos débats sur les réseaux sociaux lui donnant le caractère public obligatoire. Il y a donc lieu de procéder à l'appel et monsieur le directeur général des services, si vous voulez bien y procéder, j'en serai ravi. Monsieur Dominique Barre. Présent. Madame Myriam de Smet. Présente. Monsieur Sébastien Foucaman. Excusez, procuration Dominique Barre. Madame Michel Coquet. Présente. Monsieur Henri Gadot. Présent. Monsieur Tariq Meki. Excusez, procuration Catherine Hausson. Madame Zora Recher. Présente. Monsieur Karl Monraval. Excusez, procuration Myriam Desmet. Madame Martine Leblanc. Excusez, procuration Lorraine Lemoine. Monsieur Gilbert Charles. Présent. Madame Myriam Lestienne. Présente. Monsieur Azedine Taleb Ahmed. Il est excusé, mais procuration Henri Gadot. Comment ça, non? Madame Chantry, si vous le dites, alors, la ligne a sauté. Donc, très bien. Voilà. Madame Sylvie Zaidi. Ah, vous avez raison. Pardon, je corrige. Annie Chantry. Alors, nous reprenons. Dites-moi. Madame Sylvie Zaidi. Sylvie Zaidi, procuration Pamela Gilbert. Monsieur Jean-Philippe Dumoulin. Présent. Monsieur Jacques Delfos. Présent. Monsieur Guy-Noël Lemay. Présent. Monsieur Steve de Matos. Présent. Monsieur Benjamin Cailleret. Présent. Madame Annie Chantry. Présent. Madame Evelyne Boite. Excusez, procuration Myriam Lestienne. Monsieur Pascal Nica. Excusez, procuration Michel Coquel. Madame Basma Amami Belaïd. Voilà, là, j'ai une procuration Henri Gadot. Madame Béatrice Dujardin. Procuration Guy-Noël Lemay. Madame Lorraine Lemoine. Présente. Monsieur Rabat Damani. Présent. Madame Pamela Guibert. Présent. Monsieur Steven Marouki. Excusez, procuration Rabat Damani. Madame Catherine Hausson. Présent. Madame Océane Lévesque. Présent. Madame Lina Jaffer-Chérif. Excusez, procuration Jean-Philippe Dumoulin. Monsieur Bézac Tirage. Excusez, procuration Benjamin Cailleret. Madame Laura Delplan. Excusez, procuration Jacques Delfos. Monsieur Brice Ouettematoua. Excusez, Steve de Matos. Monsieur Michel Debasse. Présent. Monsieur Christophe Ritchie. Présent. Madame Marjorie Delru. Présent. Monsieur Denis Croigny. Excusez, procuration Christophe Ritchie. Madame Sophie Félix. Excusez, procuration Marjorie Delru. Monsieur Messaoud Chayenne. Excusez, procuration Christophe Ritchie. Monsieur Jean-François Soyer. Présent. Monsieur Abdel Danfer. Excusez, procuration Jean-François Soyer. Madame Marjorie Farassi. Excusez, procuration Jean-François Soyer. Madame Axel Dolanon. Souffrante, et donc excusez, procuration monsieur Gilbert Charles. Pour ceux qui nous écoutent, je préfère préciser en effet que ces absents des élus sont justifiés par ce que j'ai annoncé au début de la séance. Précisément, c'est que pour les raisons sanitaires et suivant en cela les directives de la préfecture, nous tenons le conseil en raison d'un élu sur 2. Ce ne sont pas d'ailleurs les mêmes d'une séance à l'autre, pas toujours, il y a quelques points fixes, mais voilà, ce ne sont pas des absences de complaisance, ce sont des absences motivées par les raisons sanitaires qui veulent que nous ne réunissions pas à 43, mais à la moitié des effectifs.
Voilà, pour ceci étant dit, nous en arrivons à la désignation de la secrétaire, Madame Océane Lévesque, nous honorant de sa présence, étant la benjamine de cette séance. Je suppose qu'il n'y a pas d'objection à ce qu'elle puisse renouveler sa fonction perpétuelle de secrétaire, enfin tant que vous aurez l'âge. Pas d'objection, je suppose, il en est donc ainsi décidé. Nous avons à nous prononcer sur le procès-verbal de la séance du 16 décembre 2021. Je n'ai pas reçu d'observation, il n'y en a pas, donc je le mets aux voix. Des votes contre, abstention, il est donc adopté. Des communications, je n'ai pas vraiment de communication très dense cette fois-ci. Je n'ai pas de communication métropolitaine, par exemple, puisque le prochain conseil de la MEL n'aura lieu que le 25 février prochain. Donc seulement 2 communications et 1 information. Première communication, elle est relative aux indemnités des élus. En vertu de l'article L21 23 24 1 1 du Code général des collectivités territoriales, vous avez reçu l'état annuel des indemnités des élus siégeant au conseil municipal au titre de leur mandat en 2021. Cet état doit vous être communiqué avant l'examen du budget de la commune. Deuxième communication, je vous informe que M. Jean-Philippe Dumoulin, notre collègue, a été élu au poste de président de l'Office municipal de l'éducation permanente, en remplacement de notre regretté collègue Jean Vandorn, à qui nous adressons une pensée volante, comme l'on dit maintenant, une pensée affectueuse. Je souhaite à M. Dumoulin pleine réussite dans ses fonctions auxquelles nous sommes, il le sait, très attachés. L'information est essentielle aussi, mes chers collègues, puisque je suis dans le carnet rose, en toute discrétion bien entendu, et puisqu'il n'y a que quelques milliers de personnes qui nous écoutent, je souhaite un bon anniversaire à nos collègues et amis Guy-Noël Lemay et Gilbert Charles. Vous pourrez les applaudir, hein, après tout, parce que... Ils auraient pu être chez eux pour fêter leur anniversaire. Ils ont choisi spontanément, n'est-ce pas Gilbert, de venir voter le budget de la commune, n'est-ce pas Guy Noël? Je le disais bien. Donc tout le monde sait que vous étiez particulièrement ravis de le faire et on vous en félicite. En tout cas, bon anniversaire mes chers collègues. On essaiera de ne pas vous retenir trop longtemps. Bien, écoutez, il n'y a pas d'autres communications, donc sans plus attendre et sans transition, donc on a un vœu à examiner qui vous a été communiqué et il est formulé par la majorité. Je passe la parole à Monsieur Rabat Damani, conseiller délégué à l'accompagnement des personnes handicapées, pour le présenter. Monsieur Damani, voilà. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, mes chers collègues, en tant qu'élu en charge de l'accompagnement des personnes handicapées, j'ai été choqué, blessé des propos d'un candidat aux élections présidentielles qui préconise pour leur scolarité de regrouper les enfants handicapés dans des établissements spécialisés. Cette proposition est une proposition d'exclusion. Exclusion, ce mot révulse notre majorité. Et, je l'espère, notre conseil. Ici, à Wattolo, nous défendons et revendiquons le droit à la scolarisation pour tous les enfants dans nos écoles, handicapés ou non. Nous considérons que l'accueil des enfants porteurs de handicap répond à un enjeu de société, car au-delà de l'accueil de l'enfant lui-même, il permet d'amener les autres enfants à se familiariser à la différence pour construire une société elle-même inclusive. Ici, à Wattolo, dans nos multi-accueils de la petite enfance, nous avons développé l'accueil. 27 enfants l'ont été depuis 2016. Un référent santé et accueil inclusif sera installé dans chaque établissement cette année. Dans nos écoles, la ville intervient en soutien de l'éducation nationale, d'abord en adaptant les locaux d'enseignement. Ainsi, l'agenda pluriannuel d'accessibilité programmée, ADAP, depuis 2016, permet d'adapter écoles et restaurants. Nous y avons consacré plus d'1 million d'euros depuis 2016. Sur la commune, là aussi, en lien avec l'éducation nationale, nous disposons d'un pôle inclusif d'accompagnement localisé, le PIAL. Les assistants de vie scolaire, AVS, assurent un accompagnement individuel par un maintien en classe. 5 classes, Ulysse. Pour ceux qui ne savent pas, Ulysse, ça veut dire unité localisée pour l'inclusion scolaire, sont réparties sur le territoire wattolosien
Et depuis 2018, à l'école Jean Jaurès, nous avons soutenu l'ouverture d'un dispositif autisme maternel avec un enseignement spécialisé supplémentaire. Pour les temps périscolaires aussi, nous réalisons des adaptations. Ici, à Wattolo, dans notre projet éducatif territorial de 2021-2024, nous portons le combat de l'égalité d'accès à l'éducation. Ici, à Wattolo, nous voulons inclure, pas exclure. Ici, à Wattolo, nous faisons nôtre la phrase d'Antoine Saint-Exupéry. « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. » Voilà pourquoi le conseil municipal de Wattolo exprime que c'est un devoir de la République d'avoir une école inclusive. Demande que l'école inclusive soit reconnue grande cause nationale. J'en ai terminé, monsieur le maire. Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention? Il fallait consulter les 3 présidents de groupe. Monsieur Soyer, monsieur Ricci, monsieur Soyer, vous avez une intervention ou pas? Oui. Une explication de vote à tout le moins, parce que... Allez-y. Je pense que le... Ah si, pardon. Alors, mesdames, messieurs, monsieur le maire, chers collègues, monsieur Damani, je suis d'accord avec vous sur le besoin et la nécessité même d'inclure les enfants porteurs de handicap. Ça l'est d'ailleurs dans les classes maternelles, c'est obligatoire. À partir de la primaire, c'est en fonction de la décision du comité du handicap, enfin la MDPH en fait. Mais je pense que là, vous cherchez la polémique politique parce que vous interprétez un propos sorti de son contexte. Et je connais, moi, des gens qui appuient l'inclusion des enfants handicapés en classe normale, mais je connais aussi les parents qui se plaignent de ne pas avoir de structure adaptée. Je connais aussi des AESH, ils sont 117 000 en France à peu près, hein. Ils ont 320 000 enfants à gérer. Donc ça fait au moins 2 par AESH. Est-ce suffisant, monsieur Damani? Je vous pose la question. Et quand il faut remplacer, ils arrivent jusqu'à 4 enfants en difficulté et ils doivent les gérer. Alors, plutôt que de faire de la polémique politicienne, je vous invite plutôt à faire de la réflexion et à proposer comment pallier le problème. Parce que beaucoup de nos jeunes enfants handicapés sont scolarisés dans des établissements spécialisés et généralement en Belgique ou plus loin dans la France, ce qui implique beaucoup de dépenses et de difficultés pour les familles et ces enfants en difficulté. Voilà, j'en ai terminé. Je pense que la polémique n'a pas lieu d'être. Concrètement, c'est quoi votre intention de vote alors? Oui, mais je vous le redonne. Parce que je pensais que c'était une explication de vote que vous vouliez faire. Décidément, hop, voilà. Alors, mon intention de vote sera l'abstention, juste parce que je ne cautionne pas la polémique. Monsieur Ricci, au nom du groupe Avec vous pour vous. Alors, monsieur le maire, chers collègues, je ne voulais pas prendre la parole parce qu'il y a des sujets où il n'y a pas de polémique possible. De tels propos sont scandaleux. Donc, simplement, je voudrais affirmer haut et fort que le groupe Avec vous pour Wattolo votera évidemment ce vœu qui est légitime et on vous accompagne sans aucune ambiguïté. Merci. Madame Hausson pour la majorité. Merci, monsieur le maire. Monsieur Damani, nous sommes très nombreux ici à partager votre indignation face à ces propos de ce candidat dont je tairai le nom et également du service après-vente qui a été fait médiatiquement par ses soutiens. L'école de la République, elle accueille tous les enfants, sans distinction, ni de race, ni d'origine, ni de difficulté, ni de sexe. C'est le symbole même du bras armé de la République. C'est pourquoi les familles revendiquent, et à juste titre, depuis tant d'années, à ce que leur enfant soit accueilli comme tous les enfants de la République française. Moi, je ne dirais pas que c'est une polémique. Moi, je dirais que c'est une colère saine et qu'il faut, en tant qu'élus, prendre nos responsabilités et savoir s'indigner au bon moment. Tous les élus ici, je pense aux élus au logement,
Je pense aux élus du CCAS, je pense à vous, Monsieur Damani, qui est très investi sur cette cause. Je pense à Monsieur Gadeau sur la sécurité. Tous les élus ici, nous avons cette thématique à traiter dans nos permanences quand nous recevons des gens, parce que les enfants, les personnes porteurs de handicap sont des personnes comme tout le monde et vivent comme tout le monde. Je reviendrai sur vos propos, Monsieur Soyer. En France, c'est 125 000 accompagnants d'élèves en situation de handicap. Et nous sommes quelques-unes enseignantes ici à témoigner qu'en 2012, il n'y avait plus personne dans les écoles pour accompagner ces enfants. C'est un vrai changement, c'est une volonté politique. Et nous soyons fiers de faire de la politique quand la cause est juste. Ces agents sont désormais membres de l'Éducation nationale. Ils ont été augmentés de 35% en 5 ans. Et grâce à eux, c'est 220 000 élèves qui sont désormais accompagnés, soit 45% de plus qu'en 2017. Mais je voudrais revenir sur quelque chose qui revient tout le temps, parce qu'en tant que rapporteur de la mission enseignement scolaire, c'est un débat à l'Assemblée nationale. Tous les enfants porteurs de handicap n'ont pas forcément besoin d'AESH à tout moment dans leur scolarité. Parce que l'école de la République, elle rend les enfants autonomes. Et vous pouvez très bien avoir besoin, un enfant peut très bien rentrer en CP, avoir besoin d'un AESH pour l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Et comme les enseignants sont investis sur cette cause, finissent par rendre les enfants autonomes. Et un enfant qui a un AESH pour des problèmes de lecture et d'écriture encore en CM2, c'est que quelque part, les choses n'ont pas fonctionné. Et en fait, les enseignants se mobilisent pour ces enfants-là et les rendent autonomes, comme tout le monde, comme tous les enfants qui vont à l'école, et finissent par être autonomes par rapport à leur handicap et à avoir une scolarité quasiment ordinaire. C'est une augmentation historique, c'est une vraie mise en place du service public de l'accueil de l'enfant handicapé à l'école. C'est plus de 100 000, ça fait 400 000 élèves handicapés à l'école. C'est 350 nouvelles unités localisées pour l'inclusion, les ULIS, comme vous l'avez rappelé, Monsieur Damani, qui ont été créées depuis 2021 et qui sont affectées de l'école élémentaire jusqu'au lycée. Enfin, les enseignants ont repris également le chemin de la formation. Ça veut dire reprendre le chemin de la formation, c'est des moyens conséquents de remplacement des enseignants pour qu'ils puissent partir en formation. Et il y a eu tout un module sur le handicap qui a été introduit dans la formation initiale des enseignants. Vous comprendrez, Monsieur le maire, chers collègues, que nous voterons ce vœu. Nous accompagnons tous les jours les concitoyens, quels qu'ils soient, et nous sommes heureux, Monsieur Damani, de vous compter parmi nous dans notre équipe pour porter haut et fort ce combat qui n'est pas fini. On a tous ici des témoignages de familles pour qui c'est encore difficile, mais la cause est juste et nous serons tous derrière vous. Merci Madame, merci aussi Monsieur Ricci de la hauteur de vue. Monsieur Soyer, il n'y a pas d'esprit polémique dans tout cela. On est sur un débat républicain. Un débat républicain où il est dit deux choses. Que dit ce vœu d'abord? Venons à la substance du vœu. Le vœu est le suivant. Le conseil municipal de Wattrelos exprime que c'est un devoir de la République d'avoir une école inclusive. Demande que l'école inclusive soit reconnue grande cause nationale. C'est tout. Doit-on s'abstenir devant une telle évidence, devant un tel souhait? D'autant que le souhait, il est d'essence républicaine. Nous sommes dans un hôtel de ville où, au frontispice duquel on trouve trois mots, pour lesquels un jour j'ai choisi de m'engager dans la vie de la cité comme beaucoup d'entre vous. Le mot de liberté, le mot d'égalité et le mot de fraternité. Et les trois sont indissociables. Alors, le vœu que nous présentons, c'est un vœu d'appel à l'égalité, c'est un vœu de fraternité. Voilà, donc je suis heureux, M. Damani, que vous ayez pu l'exprimer avec la fougue qu'on vous connaît. Mais en même temps, vous avez raison, il y a des propos qui ne doivent jamais être tenus, fût-il de campagne électorale, parce que parfois ils peuvent heurter, et qu'on ne sape pas, et qu'on ne heurte pas les fondements de la République. Il y a bien d'autres débats sur lesquels on peut débattre entre nous, mais pas là-dessus. Voilà. M. Soyer, maintenez-vous votre position ou pas, après tous ces positionnements?
Pardon, excusez-moi. Je voudrais d'abord répondre. Il ne s'agit pas de ma part d'être contre les enfants handicapés et contre leur inclusion à l'école, mais contre la polémique qui est faite. Je ne vous parle pas d'une polémique, je vous parle d'un vœu que le conseil municipal exprime et je viens de le rappeler simplement. Vous êtes pour, vous êtes contre ou vous abstenez. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. Attendez, on demande la grande cause nationale, etc. Bon, la République s'occupe déjà des enfants inclusifs. Alors, oui, effectivement, je soutiens cette position et je change mon vœu, je voterai pour. Mais arrêtons d'utiliser les petites phrases sorties de leur contexte pour entamer une polémique politicienne qui n'a pas eu lieu, d'être. J'ai entendu dire en d'autres lieux que la mort d'un député, c'était pas grand-chose. Ou alors, on s'en fichait pas mal. Monsieur Soyer. Je vous le dis. Monsieur Soyer. Il y a des choses qui nous indignent, monsieur le maire. Monsieur Soyer, monsieur le conseiller. Monsieur Ritchie en est témoin, d'ailleurs, puisque, pas mélanger les oppositions, mais quand même. Le vœu a été énoncé, son contenu, je l'ai donné. Il prend de la hauteur, il est un vœu de dignité. Voilà. Le seul qui a engagé le débat sur un terrain polémique, c'est vous. Voilà. Donc ne nous dites pas que nous, on fait de la polémique. On émet un souhait, que tous les enfants soient considérés à part entière dans la République, qu'ils aient leur même place dans la République, et qu'on ne peut pas être satisfait. Comme vous l'évoquiez tout à l'heure là-dessus, c'est vrai qu'il y a eu des scolarisations à l'étranger, enfin en l'occurrence en Belgique. Ça n'est pas normal. Et que l'école de la République, elle doit pouvoir scolariser aussi ses enfants. C'est pas normal que ça doive coûter, parce qu'on a un enfant qui a un handicap, d'aller de l'autre côté de la frontière. Donc, des efforts ont été rappelés, Madame Hausson l'a dit, il y a d'autres enseignantes dans cette salle, elles le savent. C'est d'ailleurs pas toujours simple pour une école aussi. Mais en même temps, quelle abnégation pour ces enseignants aussi, et quel super boulot quand on arrive au résultat qu'évoquait tout à l'heure Madame Hausson. C'est tout. Donc la polémique, elle est close. Moi, je ne la vis pas. Je ne suis pas sur un terrain polémique. Vous me retrouverez sur d'autres terrains, il n'y a pas de problème. Mais ça, on est au-dessus de la polémique politicienne. Donc je retiens que vous votez ce vœu. J'ai bien compris. On va pas... Alors, est-ce que vous votez ce vœu de l'école inclusive dans la République? Oui ou non? Je voterai le vœu. Très bien. Alors, je mets donc, puisqu'on peut se faire une belle unanimité, on va commencer sur un principe républicain fondamental qui touche à la fraternité, que ceux qui sont pour le manifestent en levant la main. Bien, M. Damani, ce vœu aura été donc voté à l'unanimité. Merci. J'en appelle donc l'ordre du jour, et donc je transmettrai ce vœu dès demain à M. le préfet qui fera remonter dans la formule accoutumée. J'en appelle donc l'ordre du jour. Je soumets à l'Assemblée l'organisation suivante des débats sur les projets de délibération concertés avec les présidents de groupe. J'ai eu connaissance que d'une seule intervention du groupe avec vous pour Waterloo sur le rapport numéro 2, le budget. Bon. Voilà. Il n'y a pas d'autres demandes d'intervention. Je n'ai donc, n'ayant pas eu donc connaissance d'autres demandes d'intervention, ayant consulté l'Assemblée pour voir qu'il n'y en a pas, donc je me soumets donc l'organisation des débats et des votes contre, des abstentions. Donc il en sera ainsi décidé. J'appelle donc l'ordre du jour. Les rapports présentés ont été soumis à l'examen des commissions finances, économie, administration générale et développement durable, urbanisme et travaux. Toutes réunies compte tenu du fait qu'il n'y avait pas trop de délibérations, ce qui satisfaisait tout le monde. Madame Desmet, vous avez le rapport numéro 1. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues, ce rapport vous est présenté en application de la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. C'est une obligation légale pour les collectivités de présenter préalablement au débat sur le projet de budget chaque année un rapport ou, disons, un état des lieux en matière d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de nos services, ainsi qu'un descriptif des actions menées dans le cadre de cette loi. Cette obligation s'inscrit dans la volonté du gouvernement, et le président a d'ailleurs déclaré l'égalité homme-femme comme grande cause du quinquennat, la volonté du gouvernement d'agir fort pour une égalité dans toutes ses dimensions, accès des femmes à l'emploi, égalité salariale, mixité des métiers, lutte contre toutes les formes de violence. Et bien sûr, à Waterloo, nous nous inscrivons dans cette priorité et nous souhaitons la renforcer.
La ville est fortement investie dans la lutte contre toutes les violences faites aux femmes et mène un travail partenarial pour l'accompagnement des victimes. La présentation aujourd'hui de ce rapport est pour moi l'occasion d'affirmer de manière forte ma volonté de développer toutes les actions qui vont dans le sens d'une égalité réelle entre les hommes et les femmes dans tous les secteurs de la société. D'égalité professionnelle, bien sûr, en tant qu'adjointe au personnel, mais aussi dans la vie publique en tant que femme, tout simplement. Cette volonté d'accompagner cette évolution est portée haut et fort, je le sais par vous, Monsieur le maire, et par notre majorité, et la ville de Wattrelos, en sa qualité d'employeur, s'attache à l'exemplarité. En ce qui concerne notre collectivité, nous pouvons être fiers de l'évolution de ces dernières années. L'équilibre homme-femme est totalement respecté, et ce, à tous les niveaux. 59% des agents cadre A sont des femmes. Les postes à responsabilité sont maintenant occupés tant par tant de femmes que d'hommes. On retrouve certes dans ce rapport une représentation classique des métiers avec une surreprésentation masculine dans les filières techniques et une surreprésentation féminine dans le domaine de la petite enfance, des écoles ou des métiers médico-sociaux. C'est un phénomène de société. Enfin, on peut constater aussi que le temps de travail est aussi un facteur d'inégalité, puisqu'on sait que culturellement, c'est souvent la femme qui prend un temps partiel pour les enfants. À ce rapport est annexé un état des lieux des actions réalisées ou en cours de réalisation. Ce rapport 2021 témoigne, je le disais donc, d'une politique volontariste. À l'échelle de l'État, la loi portant sur la transformation de la fonction publique a supprimé, par exemple, le jour de carence maladie pour les femmes enceintes. Elle permet aussi désormais le maintien des droits à avancement durant 5 ans pour les fonctionnaires en congé parental. À l'échelle de notre commune, nous avons mené un travail profond pour la déprécarisation des contrats. Et on sait que ces contrats précaires concernent souvent des femmes avec l'objectif de limiter au maximum les petits temps partiels. Nous avons aussi fait l'effort, dans la stagiairisation, d'aller au moins à des mi-temps, voire des contrats à temps complet. Nous avons travaillé sur la sortie de contractuels, de parcours précaires et de valorisation de leurs vraies compétences. Nous avons ainsi accompagné des agents qui avaient des petits contrats, temps de midi, style 30 midi, dans un véritable parcours professionnel ou à la préparation au concours. Nous avons ainsi monté en compétence des agents de la restauration, des ATSEM, en leur faisant prendre conscience non seulement de leurs compétences, mais aussi que c'était possible et que c'était possible pour elles. En témoigne la formation. En matière de formation, par exemple, cette année, 75% des agents partis en formation sont des femmes. Avec l'évolution des dispositifs réglementaires, nous veillons, et nous veillerons encore plus cette année, à ce que le régime indemnitaire soit lié à la fonction et non plus à la filière. Ce régime évoluera sur la base d'un principe simple. À fonction identique, régime indemnitaire identique, gommant ainsi encore plus les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. En matière d'avancement d'échelon de grade, nous sommes là aussi exemplaires. On peut citer aussi le choix offert dans le cadre des 1607 heures d'une semaine à 35 heures ou à 37h30, ce qui permet d'aménager son organisation de vie personnelle. Nous sommes aussi attachés à la réalisation d'un dispositif de prévention et d'accompagnement des situations de violence interne, à la mise en place d'animations de sensibilisation des agents et de la hiérarchie, et à développer la communication en ce sens. Ce rapport a été présenté en commission technique et a fait l'objet d'un échange fructueux avec nos partenaires sociaux. Si je ne peux que saluer les orientations prises dans le cadre de nos lignes directrices, je me permets d'ajouter, Monsieur le maire, que cette prise de conscience doit commencer dès le plus jeune âge, à l'école, dans les familles, dans les entreprises, dans les médias, dans les associations de jeunesse, bref, à tous les niveaux de la vie. Monsieur le maire, mes chers collègues, nous avons là un rendez-vous important. Il reste beaucoup de travail, mais c'est un très beau défi devant nous. Pour en terminer, je tiens, Monsieur le maire, à remercier tout le service des ressources humaines pour ce beau document clair et précis. C'est le fruit, je le sais, d'un lourd travail et je les en remercie beaucoup. J'en ai fini, Monsieur le maire. Ah non, vous n'avez pas encore fini, il y a encore le vote derrière.
Bien, je n'ai pas été saisi de demande d'intervention, mais je joins mes remarques aux vôtres, car le travail s'est affiné au gré des années. Il est maintenant beaucoup plus lisible et beaucoup plus compréhensible. Et je vous remercie d'avoir mis en perspective à la fois les faits qui ont permis d'arriver à cela, et enfin, je parle sur le fond cette fois-ci, et en même temps les stratégies qui continuent d'être mises en œuvre. Je n'ai pas été saisi de demande d'intervention. Je mets donc aux voix ce rapport égalité hommes-femmes. Des votes contre? Des abstentions? Il est donc adopté à l'unanimité. Merci, mes chers collègues. Donc, on va arriver au rapport 2 à 11 qui sont placés sous mon timbre. Et évidemment, on commencera d'abord par le rapport numéro 2, c'est-à-dire la présentation du budget primitif. Comme à l'accoutumée, pour vous exposer les grandes orientations générales de ce budget, je vous propose une présentation numérique. Je vous présenterai en même temps, évidemment, la délibération numéro 3 qui est relative à la fixation des taux de la fiscalité locale pour l'exercice 2022. Chacun s'est installé. C'est vrai que moi, si j'avais un écran devant, ce serait mieux parfois. Vous êtes prêts? Bon, il ne faut pas éteindre plus de lumière? Non, ça va aller? Vous voyez dans le fond? Bon, vous connaissez par cœur. Allez, très bien. Eh bien, mes chers collègues, je vais vous faire cette présentation du budget 2022 en 3 points. Je vais d'abord évoquer avec vous la toile de fond de ce budget 2022, ce qui m'amène en rappel à évoquer rapidement le contexte, mais aussi évoquer en second point la situation de départ de la construction de ce budget, à savoir les comptes de 2021. Une année 2021 qui aura été bien meilleure que 2020, et vous le verrez tout à l'heure au vu des premiers résultats. Ensuite, je rappellerai que ce budget 2022 est construit sur le respect d'une stratégie financière méthodique et constante. Enfin, j'indiquerai évidemment la carte d'identité de ce budget 2022 à travers successivement les investissements, où des projets se confirment, le fonctionnement, où les dépenses sont encadrées pour conforter l'indispensable autofinancement, et enfin la fiscalité qui sera en baisse sur l'exercice 2022. Alors venons-en à la toile de fond du budget 2022. Je l'ai dit, quelques mots rapide pour rappeler le contexte économique et législatif, un petit aide-mémoire et une forme de mise à niveau par rapport des informations par rapport au rapport d'orientation budgétaire de décembre. Sur le plan économique, après la vive reprise mondiale en 2021, les perspectives de croissance économique sont toujours bonnes, mais elles sont plus modestes en 2022, même si elles restent bonnes. Alors les causes de ce ralentissement sont connues. Une nouvelle vague de pandémie, la résurgence de l'inflation, qui est à son niveau le plus élevé depuis 2011, les perturbations de l'offre, le durcissement monétaire de plusieurs banques centrales, déjà réalisées ou annoncées, et une crise énergétique qui ne dit pas son nom, mais qui se fait bien sentir. La Banque mondiale a donc revu à la baisse ses prévisions, avec une croissance mondiale à 4,1% en 2022 contre 5,5% en 2021. Avec, pour regarder rapidement les 3 blocs de croissance économique, la zone euro qui est à 4,2% au lieu de 5,2% en 2021, les États-Unis qui devraient être à 3,7% au lieu de 5,6% en 2021, on perçoit là un ralentissement un peu plus net, et surtout la Chine qui décroche, puisque même si elle réaliserait en 2022 5,1%, c'est un très net décrochage au regard des 8% de 2021. La France, pour sa part, a connu en 2021 une croissance de 7%, c'est du jamais vu depuis 1970, vous le savez, avec un taux d'emploi à 67,5% qui est inédit depuis 1975, meilleur qu'en 2019. Une baisse record du chômage, le plus bas niveau depuis 2012. La baisse a été de 12,6% sur un an, soit 479 600 chômeurs en moins, dont un taux de chômage donc de 7,6% mi-2002, compte tenu de la tendance engagée. Un investissement des entreprises qui dépasse son niveau d'avant-crise, puisqu'il progresse de 11,6% par rapport à l'an dernier, et une consommation des ménages dynamique à 4,8%, mais qui reste inférieure à 2019, comme d'ailleurs, on le verra tout à l'heure, les recettes de la ville issues des produits et des services, et ce n'est pas, somme toute, illogique qu'il puisse y avoir la même évolution de la consommation des ménages au niveau national et le comportement des ménages
à travers les produits des services municipaux. Donc ces deux évolutions parallèles paraissent logiques. La prévision de croissance pour 2022, 4% pour l'économie française. Voilà pour le contexte économique. Quelques mots rapides sur le contexte législatif. À deux égards, d'abord rappeler la loi de finances pour 2022 qui prévoit une stabilité des dotations aux collectivités locales, comme ça a été le cas sur tout le quinquennat, ce qui est bien. Mais une augmentation de 95 millions d'euros de l'enveloppe nationale de la DSU pour les communes les plus pauvres, ce qui est très bien aussi, et un soutien à l'investissement par la DSIL, la dotation de soutien à l'investissement local, ce qui est mieux encore, et la ville elle-même, vous le savez, a émargé à plusieurs reprises, et elle le fera encore en 2022 à cette dotation. Côté contexte législatif, il y a aussi l'application en 2022 de la réforme fiscale, avec la fin de la taxe d'habitation sur les résidences principales pour les communes, annoncée, j'y reviendrai tout à l'heure, et la taxe foncière, qui devient maintenant l'impôt communal dominant, et j'allais dire quasi exclusif. Voilà pour les quelques mots de rappel du contexte. Après ce rappel, examinons le second point, c'est-à-dire la situation de départ. Situation de départ dans laquelle nous avons élaboré cette construction du budget 2022. Grâce aux efforts de gestion qui sont faits après la contraction de nos recettes en 2020 et au soutien gouvernemental, l'exercice 2021 marque pour la ville un vrai bon redressement. Ce redressement s'observe à travers plusieurs indicateurs. Même si, comme redouté, les recettes d'exploitation 2021 à 52,56 millions d'euros ne retrouvent pas celles de 2019, qui étaient à 53,24 millions d'euros, les recettes de 2021 auront été meilleures que celle de 2020, qui était de 51,7 millions d'euros, soit une progression donc en 2021 de 1,6% des recettes. Amélioration des recettes d'exploitation, mais aussi amélioration du résultat de gestion. Nous retrouverons en 2021 le résultat de gestion que nous avions obtenu en 2019, qui est un très haut niveau. En 2019, résultat de gestion est de 2 934. En 2020, vous le savez, il avait baissé à 1 778. En 2021, il aura été de 2 914, soit quasiment le même niveau qu'en 2019, et une amélioration donc de 64% sur 2020. Recettes d'exploitation, résultat de gestion, troisième indicateur, le résultat cumulé de fonctionnement, il se réinscrit dans les meilleurs niveaux jamais obtenus. Vous avez donc l'histogramme sur la partie gauche de la projection qui passe à l'écran, que ce soit l'écran dans la salle ou l'écran sur les écrans informatiques à la maison, si j'ose dire. On le voit, ce résultat cumulé de fonctionnement à fin décembre, il est à 7 576 000 en 2021. Il retrouve quasiment le niveau de 2019 qui était de 7 730 et il est significativement meilleur que celui de 2015 et 2016 où vous le voyez, il était inférieur de moitié à ce qu'il est redevenu aujourd'hui. Résultat donc cumulé de fonctionnement qui retrouve son niveau de 2019. Indicateur clé en matière financière, les épargnes. L'épargne brute progresse de 2,83 millions d'euros en 2020 à 3,88 en 2021. C'est donc une augmentation d'1 million de l'épargne brute. Quant à l'épargne nette, elle redevient positive à 375 000 euros en 2021 contre moins 341 000 en 2020. Tout ça confirme qu'après 2020, 2021 aura aura traduit dans nos comptes un vrai, comme je le disais, bon redressement. Nous reverrons évidemment tout cela en détail lorsque nous examinerons le compte administratif 2021, vraisemblablement fin juin prochain. Voilà pour le premier point, le rappel, la base de départ en quelque sorte. Le deuxième point, sur quelle stratégie? Là aussi, rappel rapide, ce budget 2022 se construit sur le respect d'une stratégie financière méthodique et constante. Elle a été énoncée dans le rapport d'orientation budgétaire et lors du débat nous avons eu ici au mois de décembre dernier. Elle est, je le répète, notre stratégie de long terme. Cela vaudra pour la durée du mandat. Et elle tient en 4 axes. Premier axe, conforter durablement les ressources de la ville sans utiliser le levier fiscal. Dégager un autofinancement net positif et pour cela encadrer durablement les dépenses de fonctionnement. Troisième axe, réduire régulièrement et progressivement le stock d'endettement. Quatrième axe, tirer profit de l'élargissement des bases taxables pour réduire, si possible, donc progressivement le taux local de la taxe foncière.
Mes chers collègues, comme vous le verrez, le budget 2022 s'intègre pleinement dans ces stratégies et je vais m'efforcer de vous le démontrer à travers la troisième partie et dernière de cette présentation, consacrée à la carte d'identité du budget 2022. 3 composantes à cette carte d'identité. Quels investissements? Quelles dépenses de fonctionnement? Quels impôts? Premier point, les investissements. Ces investissements, je peux les résumer à dire que ce sont des projets qui se confirment. On a en effet en 2022 une montée en puissance des investissements qui est liée à l'avancée du mandat. C'est le cycle électoral classique que vous rencontrerez d'ailleurs dans nombre de communes et notamment bien sûr à Waterloo. Cette montée en puissance, elle est conforme aux annonces du ROB. J'ai cette habitude que lorsque nous évoquons les orientations budgétaires, nous évoquions en amont ce qui sera la fabrication du budget et donc les options que nous y retiendrons. Donc ce budget est tout à fait conforme à ce qui était annoncé en décembre. Enfin, certains investissements, je le précise, sont en report parce qu'ils ont été engagés et non finalisés sur 2021. Ce sont par exemple la fin de la salle de sport Jean Zay, la salle de spectacle, le nouveau City-Stade de Beaulieu, le plan numérique à l'école, des équipements de la cuisine centrale. Les autres investissements sont évidemment inscrits à ce BP 2022. Quels sont-ils, ces investissements? Ils sont de 3 natures. D'abord, les engagements pluriannuels antérieurs. Le programme d'accessibilité handicap, l'ADAP, que vous évoquiez tout à l'heure, Monsieur Damani, à hauteur de 250 000 € comme chaque année. Notre participation annuelle à la ZAC du centre-ville, c'est-à-dire aux travaux du centre-ville auprès de l'opérateur la SEM Ville Renouvelée, à hauteur de 120 000 €. Ça, ce sont les engagements pluriannuels. Ensuite, les engagements de nos gros équipements du mandat. Il devrait y en avoir pour 1,5 million d'euros au BP 2022. Et pourquoi? 2022, ce sera d'abord l'année de Saint-Maclou. 1,5 million qui sont pour Saint-Maclou précisément, dont 1,1 million de subventions de l'État, de la MEL et du département. Pour préciser les choses, l'ordre de service pour le début des travaux devrait être signé fin mai 2022, et de sorte que le début des travaux s'opérera en juillet 2022. Il y en a pour 18 mois, donc cela devrait nous conduire jusqu'à fin 2023. 2022, ce sera aussi le démarrage du gros œuvre de la salle de spectacle. C'est un financement qui est en report, qui ne figure pas à proprement parler dans le BP 2022, à hauteur de 745 000 €. Les travaux de démolition s'engageront à partir de juin 2022. Le début du gros œuvre pourra ainsi, lui, s'engager début septembre. La fin du chantier devrait avoir lieu pour le printemps 2024, selon l'évolution du chantier. Alors peut-être faudra-t-il un abondement des crédits en décision modificative cet été. On verra selon l'évolution du chantier. Mais pour l'heure, dans le BP 2022, il n'en est nul besoin. Enfin, troisième gros chantier du mandat, nous poursuivrons en 2022 l'AMO piscine à hauteur de 28 300 kg. Ce sont les études techniques, juridiques et recherche, des partenariats, des financements chers au cœur de Jean-Philippe Dumoulin, à qui j'ai confié cette mission à la fois délicate mais qui progresse intelligemment. Les engagements pluriannuels, les gros équipements, venons donc à l'examen des investissements pour la mise en œuvre du programme municipal. Je les ai regroupés selon 3 thèmes. D'abord, la ville nature, à hauteur d'à peu près 500 000 €, dont, je cite pour mémoire, le renouvellement des chaudières dans sa deuxième phase. Il y en a pour 170 000 € en privilégiant les économies d'énergie. L'éclairage public, sa modernisation, 107 000 €. Les matériels des espaces verts, 47 kg €. Les installations de biobox, 11 000 €, qui sont d'ailleurs cofinancées. Les poubelles de rue, on en a besoin pour améliorer la propreté. Il y en a pour 20 kg €, mais aussi des clôtures, 35 kg €. Les aménagements de proximité, 79 kg €. La renaturation de cours d'école, 15 kg €. Des véhicules électriques, 30 kg €. Cela n'est sans doute pas exhaustif, mais cela marque combien notre programme se déploie dans bien des aspects de la vie quotidienne à travers cette labellisation de la ville nature. Deuxième gros item, deuxième grosse composante, le parc urbain. 2022, c'est l'année du parc urbain. Les chiffres inscrits dans ce budget, des engagements que nous y ferons, s'élèvent à l'ordre de 258 000 €. J'y note la poursuite de la rénovation des allées, la modernisation du skatepark, la réfection des sols souples, des jeux pour enfants et de nouveaux jeux dits inclusifs
pour des enfants handicapés, et ça c'est une augmentation, je pense, salutaire et souhaitée. Également la création d'un espace Street Workout. Vous demanderez à Jean-Philippe Dumoulin la réalisation concrète de ce qu'est un street workout. Si vous ne le savez pas, il a promis que le jour de l'inauguration, il ferait une démonstration physique. Mais il s'agit évidemment, pour ceux qui l'ignoreraient, d'éléments de pratiques sportives en extérieur. J'en limiterai là mon propos. Bref, tout ça, ça pèse à peu près 258 kg. Il y aura aussi des jeux inclusifs, Monsieur Damani, sur l'esplanade de Beaulieu à hauteur de 7 000 € pour compléter les jeux existants aujourd'hui au nom de cette stratégie de ville inclusive que nous efforçons de déployer. La troisième composante des investissements, c'est la modernisation des services et l'entretien du patrimoine. Là encore, ce ne serait sans doute pas exhaustif, mais je vous propose de retenir l'école Ferdinand Buisson qui va connaître sa deuxième phase de rénovation thermique à hauteur de 210 000 €. La réparation après incendie de la salle de sport Saint-Guilain, il y en a pour 300 000 € qui figurent en fonctionnement. J'y reviendrai tout à l'heure. Je la cite ici dans les investissements, puisqu'elle est physiquement, en quelque sorte, un investissement. Ce sont des travaux, mais sachez que sur le plan comptable, puisqu'il s'agit d'une réparation après incendie, d'une comptabilisation en dépenses de fonctionnement. L'hôtel de ville, nous avons à faire une réparation de toiture et quelques petits travaux, hauteur de 290 kg. Le cimetière du centre, réfection des allées, caverne, amélioration du réseau d'eau à hauteur de 100 000 € qui sont pour l'heure inscrits au BP 2022. Enfin, la modernisation informatique avec un investissement 112 kg. Ça, c'est pour le matériel et une majoration de 120 kg € en fonctionnement. On le retrouvera tout à l'heure pour les logiciels et les contrats d'entretien. Voilà la physionomie des investissements de ce BP 2022. Alors après ces projets d'investissement, quels moyens de fonctionnement? Les dépenses de fonctionnement sont toujours encadrées pour permettre, c'est notre objectif, vous le savez tous, un bon niveau d'autofinancement qui est lui-même indispensable à nos capacités d'investissement. Quelles sont ces dépenses de fonctionnement? Elles sont d'évolution contrastée. D'abord, les charges à caractère général. Il y en a pour 8,58 millions € qui connaissent une pression à la hausse. Alors, dans ces pressions, il y en a de deux sortes. Il y a une pression apparente, mais elle est artificielle. Il s'agit justement de ce que j'évoquais il y a un instant, c'est-à-dire la reconstruction de la salle de sport Saint-Guilain après son incendie. Il s'agit de l'inscription de 300 000 € de dépenses. Elles ne sont, je l'ai dit, par nature que des travaux et donc une sorte d'investissement puisqu'on rétablit la salle de sport dans son état antérieur, mais comptablement, elles doivent s'inscrire en dépenses de fonctionnement et donc je les cite pour mémoire. Il y a aussi dans ces charges à caractère général, malheureusement, des pressions inflationnistes qui sont, elles, bien réelles. Sur, par exemple, je pourrais citer plusieurs postes, mais retenons ces trois-là, l'alimentation, qui progresse de 150 kg. Alors, il y a une augmentation des produits alimentaires, c'est vrai, mais ce n'est pas que la hausse des prix qui provoque cette augmentation de la dotation, ce sont aussi les progrès que nous faisons au nom de la loi Egalim et dans la progression du bio dans les cantines, qui font qu'en choisissant des producteurs locaux, il peut arriver de payer un peu plus cher, mais chacun le sait, la qualité n'a pas de prix et c'est aussi un choix politique. Donc alimentation, 150 kg, carburant, 30 kg, énergie, électricité, 165 kg que nous avons inscrits. Je cite le défi énergétique que beaucoup de nos concitoyens connaissent, mais que nos collectivités, et une ville comme la nôtre aussi, connaît. Je voudrais un exemple, on pourrait en citer d'autres, mais celui de l'éclairage public. Il est parlant. En consommation, en 2011, nous avons consommé pour l'éclairage public 4 701 000 kWh. En 2021, nous avons consommé 2 799 000 kWh, c'est-à-dire une baisse de consommation de 40,5% en vertu des efforts que nous avons entrepris dans la modernisation de notre éclairage public depuis plusieurs années et accéléré d'ailleurs depuis 2 ans. Les factures, toutes taxes comprises, pour être très précis, de cet éclairage public se chiffre à 462 000 € en 2011 et à 419 000 € en 2021, soit une baisse qui n'est que, mais c'est une baisse quand même, de 9,4%. En termes clairs, mes chers collègues, notre consommation a diminué de 40% en 10 ans, mais notre facture n'a diminué que de moins de 10% sur la même période. Mais pour 2022, le prix du kilowattheure passe, c'est le tarif UGAP qui nous est
facturé de 48,05 € à 71,86 €, soit une augmentation de 49,6%. Ce n'est pas tout le tarif, puisqu'il y a des différences de tarifs, mais c'est un des tarifs majoritaires dans notre consommation électrique, de sorte que nous attendons à une facture 2022 qui passerait de 419 000 € en 2021 à 585 000 € en 2022. 40% d'augmentation rien que sur l'éclairage public. Je le dis parce que hier, il y avait aussi un reportage à la télévision où on évoquait ce sujet qui veut que le gouvernement a décidé, il a bien fait, de plafonner la hausse de l'électricité pour les particuliers à 4%. Mais il n'y a pas de plafonnement pour les collectivités locales. Et donc, nous assumons, nous, la hausse de ce tarif, des tarifs de l'électricité que nous connaissons. Voilà. Je voulais simplement mettre en perspective pour expliquer pourquoi nous avons sur nos charges à caractère général un certain nombre de pressions. Alors, heureusement, toutes nos charges ne progressent pas de cette manière. Et d'autres charges, en revanche, sont contenues ou modérées. Ce sont d'abord les dépenses de personnel, 34,88 millions d'euros affichés, soit 68,2% du total en 2022, et dont le montant, vous pouvez le voir sur la liste des chiffres qui figurent sur le PowerPoint, dont le montant, disais-je, demeure assez stable. L'augmentation n'est que de 0,6% affichée pour 2022 par rapport au réalisé 2021. Assez stable, disais-je. 2018, 34,45 millions d'euros. 2019, 34,5 millions d'euros. 2020, 34,57 millions d'euros. 2021, 34,64. 2022, je viens de le dire, 34,88 millions d'euros. Je rappelle qu'en 2014, ces charges de personnel étaient de 30... J'aime pas dire d'ailleurs charges de personnel, je préfère dire dépenses de personnel, étaient de 35,47 millions d'euros en 2014. Cela veut dire qu'en affichant au BP 2022 des dépenses de 34,88 millions d'euros, nous affichons des dépenses qui sont 2% inférieures à ce qu'elles étaient en 2014, en euros courants. Mais si nous indexons l'évolution des prix sur ces deux montants, c'est une baisse de 7,5% en euros constants que représentent les dépenses de personnel aujourd'hui au regard de ce qu'elles étaient il y a maintenant 8 ans. Et cela représente justement ces efforts de gestion que nous avons entrepris tout en assurant les dépenses nécessaires au fonctionnement des services. Première dépense, disais-je, les dépenses de personnel, parmi les plus stables. Les frais financiers, autres dépenses, les charges d'intérêt, 1,72 million d'euros, elles ont fortement diminué, je l'ai déjà dit, de 570 000 € en 10 ans, grâce au désendettement que nous avons conduit, aussi à la baisse des taux d'intérêt. Malheureusement, ces taux d'intérêt sont plutôt, vous le voyez et vous le savez, réorientés à la hausse sur les marchés, et c'est donc au mieux une quasi-stagnation de nos charges financières de moins 0,01 million d'euros que nous pouvons escompter pour 2021. C'est logique, d'ailleurs, au demeurant, cette quasi-stabilité maintenant de nos charges financières, puisque, vous le savez, nous avons progressivement augmenté la part de nos emprunts à taux fixe à hauteur de 53%, et donc nous ne profiterons pas, si je puis dire, des baisses de taux d'intérêt supplémentaires, mais en même temps, nous ne subirons pas de hausse des taux si elles devaient se produire, ce qui est sécurisant. Enfin, les charges de gestion courante, elles sont en repli apparent à 5,63 millions d'euros. Ceci, je disais, je n'ai qu'apparent puisque c'est dû à la nouvelle convention CTG qui nous lie à nos partenaires Actigène et centres sociaux. Leurs moyens ne sont pas abaissés, d'ailleurs, bien au contraire, mais évidemment, si les dépenses pour la ville et les recettes disparaissent du budget, cela affecte la masse globale à due proportion. Donc, encore une fois, ce n'est qu'une baisse apparente, mais elle se traduit dans les comptes. Voilà, mes chers collègues, donc des dépenses qui subissent une pression, des dépenses, en revanche, qui peuvent être stables ou contenues. Au final, quand on fait la tenue de ces dépenses de gestion, grâce aux efforts de gestion que nous entreprenons en encadrant ces dépenses, on s'aperçoit qu'on peut construire un budget à nouveau sur un autofinancement très correct à 1,9 million d'euros. C'est la cerise sur le gâteau. C'est le virement entre les sections, puisque cette épargne, nous la prélevons sur la section de fonctionnement pour l'affecter à la section d'investissement et ainsi contribuer au financement des investissements. À 1,9 million d'euros en 2022, ce virement dans ce budget est au même niveau qu'en 2019 et en 2021, et il est 4 fois
celui de 2014, comme vous le voyez sur cet histogramme, puisqu'en 2014, ce virement n'était que de 500 000 €, il est aujourd'hui d'1,9 million. Nous restons donc sur un étiage d'1,9 million, 2 millions, à des niveaux qui sont jamais atteints qui n'ont jamais été atteints en 20 ans. Cela conforte l'autonomie financière de la ville en réduisant le financement par l'emprunt et en augmentant le financement propre par notre épargne. Chacun comprendra qu'il s'agit là, évidemment, ce chiffre d'autofinancement d'un indicateur vertueux. Budget, j'ai parlé investissement, fonctionnement, épargne. Il me reste à parler d'une chose, les impôts. Ils sont en baisse. La fiscalité est en baisse, en effet, à deux égards. D'abord, la taxe d'habitation. Elle diminue à nouveau avec la réforme gouvernementale. La taxe d'habitation sur les résidences principales, pour ceux qui la payent encore, a connu un dégrèvement de 30% en 2021. Il connaîtra un dégrèvement de 65% en 2022, avant une suppression complète en 2023. Seul sera perçue encore sur le territoire de la ville bientôt la taxe d'habitation pour les résidences secondaires sur lesquelles il n'y a pas de changement, mais chacun sait que ce n'est pas la ressource principale du budget municipal. Je le cite simplement que pour mémoire et par souci juridique et comptable. Nous diminuons en revanche, et c'est la deuxième composante, progressivement, comme nous nous y sommes engagés, le taux de taxe foncière. Je rappelle que le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties est de 49,50%. D'ailleurs, sur le PowerPoint, il y a une erreur, ce n'est pas 40,5, mais c'est 49,5 pour la ville, ça c'est la part ville, et 19,29% la part du département, que nous avons reprise, si j'ose dire, enfin on nous l'a donné l'année dernière, en échange de la taxe d'habitation. La majorité municipale propose dans cette conception du budget 2022 une double décision de baisser de 0,29 points, c'est-à-dire une baisse de 0,6%, la taxe foncière sur les propriétés bâties, de 0,48 points, c'est-à-dire 0,4%, la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Cette décision d'allègement de la fiscalité, elle a évidemment un coût pour le budget municipal, puisque s'il y a des recettes en moins, elles manqueront au budget. C'est un coût de l'ordre de 75 000 € pour les finances communales. Cette nouvelle baisse intervient après, je le répète, les 0,40 points que nous avions déjà réalisés en 2020, c'est-à-dire une baisse de 0,8% sur la taxe foncière, soit au total, si on tient compte donc de ces deux évolutions, une baisse de 1,4%. Je rappelle que l'objectif de notre majorité, si possible, et je l'ai lié tout à l'heure à l'évolution de nos recettes, c'est de réaliser une baisse de moins 4 à moins 5% du taux de la taxe foncière sur la durée du mandat, ce que nous poursuivons avec un signe supplémentaire dans son budget 2022. Voilà, mes chers collègues, au final, que dire de ce budget 2022 ? Il est fidèle à ce qui avait été annoncé lors du débat d'orientation budgétaire dans le choix des dépenses et des recettes. Il s'inscrit dans une stratégie financière cohérente, méthodique et constante que la majorité a énoncée dans le ROB, le rapport d'orientation budgétaire 2022. Il entend suivre sur ce mandat cette stratégie. C'est une démarche progressive, sérieuse et de crédibilité. Ce budget assure le financement des investissements qui modernisent l'administration et améliorent la qualité et le cadre de vie dans notre ville. Je les ai cités tout à l'heure. Ce budget consolide notre autofinancement et donc la structure et l'autonomie financière des comptes de la commune. Et enfin, compte tenu de nos efforts de gestion et de nos recettes, il autorise une diminution du taux du quasi maintenant seul impôt local, à savoir la taxe foncière. Concrètement, mes chers collègues, c'est un budget d'ambition pour la ville et de sérieux dans la gestion. Sincèrement, c'est le meilleur budget possible dans le contexte actuel et je vous invite à le voter. Merci de votre attention. Alors, comme je le disais tout à l'heure, je n'ai été saisi qu'une seule demande d'intervention, celle de M. Ricci. Je vous passe la parole. Merci, Monsieur le maire. Je vais me permettre moi aussi de souhaiter un joyeux anniversaire à Denis Crony. Ah, excusez-moi, je n'avais les listes que de la majorité. C'est pour ça que je me permets de le faire. Monsieur le maire, mes chers collègues, nous avons étudié ce budget primitif avec la plus grande attention. Et si nous n'allons pas débattre de chaque ligne, quelques réflexions s'imposent tout de même. Sur le précédent budget primitif, nous avions relevé la baisse des charges de personnel à hauteur de 234 000 € que nous espérions voir se consolider. Malheureusement, force est de constater que ce n'est pas le cas, bien au contraire.
Vous nous proposez des charges de personnel en augmentation de 622 000 €, mais aussi de nouvelles dépenses aux espaces verts, avec des contrats de prestation de services pour plus de 120 000 €. Poursuivons l'analyse de vos données. Nous vous remercions d'ailleurs de les avoir cette fois-ci envoyées suffisamment tôt pour que nous puissions y travailler. Poursuivons l'analyse de vos données, disais-je. Des dépenses en investissement du service informatique pour plus de 117 675 € après les 143 000 € de l'an passé. Des dépenses de fonctionnement hors de contrôle sur ce service, elles passent de 503 430 € en 2021 à 624 767 cette année, soit 24 % d'augmentation. Des coûts liés à la maintenance qui passent de 215 350 à 294 337, soit plus de 36 % d'augmentation. Et enfin, des redevances logicielles qui font un bond de 22 %, passant de 175 930 à 214 585 €. Alors certes, comme l'affirmait l'un de vos adjoints lors de la séance de questions à la majorité, nous sommes entrés effectivement dans l'ère du 2.0, ce qui peut expliquer certaines dépenses. Il était grand temps, oserais-je dire, mais quand bien même. Mesdames et messieurs les membres de la majorité, ne serait-il pas le temps de réaliser un audit approfondi sur ce sujet 2.0 et réfléchir à des formules de location tout compris pour viser à la fois l'efficacité souhaitée et des économies substantielles, faute de quoi il y a fort à parier que les dépenses seront de plus en plus exponentielles. D'autant que ce fameux 2.0 ne vient pas impacter favorablement les charges de personnel. Enfin, lors de la commission de finances, économie et administration générale, au cours de laquelle nous avons pu échanger sur la présentation du budget primitif, donc, vous nous avez indiqué, monsieur le maire, que, et je vous cite, « Je vous accorde que les charges financières diminuent lentement ». Vous avez raison, elles diminuent beaucoup trop lentement. L'an dernier, tenant compte de la situation sanitaire et de ses effets sur les finances de la ville, nous avions soutenu le budget primitif. Notre groupe avait envoyé un signal fort et voté le budget primitif dans le contexte de la pandémie de Covid-19, envoyant le message d'une opposition responsable, constructive et écoutée, capable de voter les propositions favorables aux Waterloosiennes et Waterloosiens. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, notre groupe avec vous pour Waterloo ne sera pas avec vous pour ce budget primitif 2022. Nous saluons néanmoins le soutien aux associations ou encore la mise en place des jeux inclusifs, mesures que nous soutiendrons et qui figuraient d'ailleurs dans notre programme. Mais cela ne suffit malheureusement pas. J'en ai terminé. Merci. Bon, on ne va pas faire commission des finances bis, hein, donc ce n'est pas le but du jeu. Je pense que ma présentation se suffit à elle-même. Je me contenterai simplement de 3 observations à vos propos, 4 peut-être. La première, dépenses de personnel, elles n'ont pas augmenté de 600 000 €. J'ai donné les chiffres, j'ai montré, mais vous ne les aviez pas, je le reconnais. Donc, les chiffres de la réalisation 2021 qui sont très proches de ceux de 2020 et qui sont très proches. Et voilà, 34,64 en 2021, 34,88 en 2022 et 35,47 en 2014. Donc, regardez quand même ces chiffres. Net d'inflation actualisé, on est à 7,5% en dessous. Et en même temps, vous le savez, sur les dépenses de personnel, il y a 2 préoccupations. La première, évidemment, c'est d'encadrer ces dépenses de personnel parce qu'elles concourent aux charges générales, mais en même temps, c'est aussi de réaliser un certain nombre de services à destination de la population, une population qui est en droit, légitimement, d'avoir un certain nombre de services et qui nous demande légitimement aussi de pouvoir disposer à la fois d'une ville propre, d'une ville festive, d'une ville animée, qui a du personnel dans ses crèches. Voilà, tout cela, nous le mettons en œuvre en essayant de garder à l'esprit, comme l'avait rappelé tout à l'heure d'ailleurs Madame la première adjointe chargée du personnel, à la fois de faire progresser la qualification des agents et de rendre le meilleur service le plus efficace possible à la population. Donc il n'y a pas de dérapage. Les dépenses de personnel, au contraire, elles sont encadrées. Permettrait là-dessus d'encadrer un petit peu là vos propos. Sur l'informatique, vous avez à la fois raison et tort. Raison sur le fait que ce sont des dépenses. Bon, le 2.0, effectivement, ça se paye. Mais vous avez tort sur un certain nombre de choses. La première, il n'y a pas de dérapage. Au BP 2022, on a mis 117 600 de dépenses informatiques en investissement. On en met, oui, au BP 2022, 117 600. On était à 143 800 en 2021, donc finalement, c'est moins.
Même si, comme je l'ai dit à la commission, c'est 18% de moins, même si, comme je l'ai dit à la commission des finances, là-dedans s'intègre le renouvellement du matériel informatique, des PC, les logiciels aussi serrures électroniques. Vous savez, quand on veut mettre les serrures électroniques dans les salles, c'est d'ailleurs économe en personnel, il ne faut pas le nier, mais c'est aussi un service public qui se modernise. Il y en a aussi pour 5 000 €. Et nous avons aussi à rénover nos serveurs depuis pas mal d'années, parce que qui dit serveur qui tombe en panne, dit aussi rupture du fonctionnement des services, et ça, personne ne le souhaite. Il y a cette maintenance à réaliser, et donc la mise à la modernité pour lutter contre l'obsolescence des matériels, c'est tout à fait naturel. Je précise qu'il y a aussi, en ce qui concerne les logiciels, dans les hausses que vous avez évoquées, une hausse de 50 000 € qui est provisionnée pour la mise à niveau du logiciel RH dans le cadre des 1607 heures. C'est une hausse conjoncturelle, purement conjoncturelle, mais qui est supportée par toutes les collectivités du fait de la mise en œuvre des 1507 heures, que l'a aussi rappelé tout à l'heure Madame Desmet. Mais si on veut moderniser le fonctionnement et l'organisation fonctionnelle des services, il faut avoir les logiciels pour le faire. 20 000 € pour le déploiement d'une flotte de copieurs en location-maintenance, Monsieur Ricci, avec une baisse attendue du coût des consommables informatiques, parce que quand on regarde les lignes informatiques, il faut aussi regarder dans les achats, c'est sur une autre ligne les économies qu'on peut essayer de faire. Et là-dessus, nous ne sommes pas nécessairement en désaccord sur le fait de faire un chassé-croisé entre investissement et location-maintenance. Voilà, ça mérite d'être regardé, de chercher à chaque fois la meilleure opportunité. C'est ce que nous faisons, vous voyez, c'est déjà dans les chiffres. Et donc, de ce fait aussi, des dépenses aussi de maintenance. Je parlais tout à l'heure de la vétusté des serveurs. Néanmoins, il y a globalement, dans toutes les grandes entreprises, organismes, gros établissements, une tendance assez naturelle à la croissance du budget et de fonctionnement en matière informatique. Je l'ai connu dans d'autres fonctions et dès lors qu'on dépasse une certaine taille, parce qu'il y a un accroissement du nombre d'agents qui est doté de matériel informatique et donc ça veut dire au-delà du matériel aussi les licences pack office, rien que ça représente déjà plus de 40 000 € depuis 2019, et au développement aussi du mode SAS, c'est-à-dire des logiciels qui sont hébergés à distance et non pas installés sur les serveurs de la ville, avec une part de maintenance forfaitisée. Ce mode SAS s'analyse comme un abonnement et s'impute obligatoirement en fonctionnement, alors que l'achat de licence s'impute, lui, en investissement, double chassé-croisé que vous pouvez peut-être voir cette année avec des budgets d'investissement qui diminuent, mais des budgets de fonctionnement qui s'accroissent. La globalisation de tout cela mérite d'être prise en considération avant de croire qu'il y ait un dérapage exagérément intense. Des charges financières, je les ai dit tout à l'heure, elles sont en décroissance significative grâce au désendettement que nous avons mené, grâce à la politique de bas taux d'intérêt à la fois des marchés et à celle que nous avons aussi pu avoir dans les souscriptions des emprunts que nous avons faits. On a économisé 600 000 € rien que sur les charges financières en 10 ans. C'est beaucoup. J'ai dit tout à l'heure que, à un moment, on touche un peu un plat pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a l'effet stock lui-même, l'effet volume, on peut encore le maintenir et nous continuerons, je l'ai dit, progressivement à nous désendetter sans casser le rythme des investissements de la ville. Mais en même temps, l'effet prix, lui, il est contrarié puisqu'on est plutôt sur un mouvement de redressement des taux d'intérêt qui peut se propager selon les différents marchés. Et c'est aussi d'ailleurs la conséquence de ce que j'évoquais aussi tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que nous avons maintenant plus de la moitié de nos emprunts qui sont à taux fixe, alors qu'ils baissent ou qu'ils montent. S'ils montent, ça ne nous impactera pas, mais s'ils baissent, ça ne nous impactera pas non plus. Donc c'est vrai que nous avons là profité de cette belle amélioration de nos charges financières ces 10 dernières années, mais que nous n'avons plus grand-chose à espérer de ce côté-là, sauf à poursuivre notre désendettement, ce que nous ferons. Enfin, bon, voilà, c'est dommage que vous ne votiez pas ce budget parce que je vous ai présenté tout à l'heure la situation de départ de l'exercice 2021 où vous voyez à travers les différents indicateurs, recettes, résultats de gestion, épargne brute, épargne nette, une épargne nette qui redevient positive. Cela prouve le rétablissement des comptes qui n'étaient pas d'ailleurs amputés en 2021, mais quand même, c'est vrai, en 2020, on a terminé avec une épargne nette négative. Et donc, c'est un peu paradoxal que quand on a une épargne nette négative, vous votiez le budget, quand on a une épargne nette positive, vous ne vouliez pas le voter, alors qu'on part d'une base de départ qui est bonne. Pardonnez-moi de souligner ce paradoxe, mais vous comprendrez que cette posture qui est la vôtre me paraît moins compréhensible que celle de l'année dernière. Je l'ai dit, la majorité le considère aussi, c'est le meilleur budget possible en ce moment.
qui souligne un effort d'investissement, qui continue à moderniser la ville, qui satisfait les engagements aussi du programme électoral, qui change le cadre de vie à travers les économies d'énergie, à travers la ville nature, bref, les investissements aussi que nous réalisons dans les écoles. Et je ne ferai pas, pas me tourner vers la directrice de l'école Ferdinand Buisson qui voit la différence dans sa vie d'après par rapport à celle qu'elle était avant les travaux qui ont été entrepris, les travaux de Saint-Guilain pour que l'école Anatole France retrouve sa salle de sport et que les gamins aussi, que la salle Jean Zé soit enfin modernisée. Enfin, qui peut dire que dans tout cela, il y a des choses inutiles? Je ne le crois sincèrement pas. Et tout en faisant cela, en réussissant aussi à encadrer les dépenses de fonctionnement, on va réussir à donner un signal sur la fiscalité en continuant la baisse des impôts. Certes, certains me diront c'est une baisse modeste, mais c'est une politique de petits pas qui va nous amener à tenir sur la durée du mandat les engagements que nous avons pris dans la quadrature du cercle financier que j'ai évoqué à travers cette stratégie financière méthodique constante que j'ai présentée tout à l'heure. Voilà, vous ne le votez pas, je le regrette, mais bon. La majorité va le voter, je pense. Voilà, écoutez, sur cet élément de débat, je pense qu'on peut s'en arrêter là. Je suis obligé de présenter un certain nombre de choses avant de mettre aux voix, puisque vous le savez, nous voterons d'abord les taux de la fiscalité, nous voterons ensuite... Pardon ? Nous voterons d'abord les taux de la fiscalité, nous voterons ensuite les associations, les subventions aux associations, et nous voterons enfin le budget. Donc 3 votes. D'abord, donc c'est le vote sur la fiscalité, c'est le rapport numéro 3. Alors pardonnez-moi, je n'ai pas demandé, M. Soyer, il n'y a pas d'intervention liminaire. On peut y aller? Très bien. Donc rapport numéro 3, on va donc procéder d'abord au vote des taux sur la fiscalité, des taux qui sont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en baisse en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties. Je mets donc aux voix cette délibération. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Ceux qui sont d'accord pour baisser les taux de la fiscalité le manifestent en levant la main. Voilà, une baisse unanime. Dès lors que nous baissons la fiscalité, que faisons-nous pour les associations? Et donc, il y a donc là les différentes subventions aux associations dont j'ai noté que vous en aviez souligné l'effort de maintien des dotations, voire même d'amélioration pour compenser certains des engagements. Et la ville les revendique. Ainsi, d'ailleurs, pour les centres sociaux, ne prendront pas part au vote Mme Chantry, M. Chayani. Pour l'association Actijeune, M. Meki, M. Taleb Amen, Mme Amami Belaïd, Mme Delplanque et M. Marouki. Pour l'association Avenir Jeunesse Mission Locale, ne prendront pas part au vote M. Meki, M. Kiraz, Mme Lemoine, Mme Lévesque, M. Cayré. Pour la Caisse des écoles, M. Taleb Amen, Mme Zaidi. Pour le CCAS, M. Barr, Monsieur Kiraz, Madame Delplanque, Monsieur Ritchie, Monsieur Cayré, Monsieur Lucas, Madame Lemoine. Pour l'OMEP, Monsieur Dumoulin, Madame Jaffer Chérif, Madame Gilbert, Madame Lévesque, Monsieur Delfos. Pour l'Office du tourisme, Monsieur Lemay, Monsieur de Matos, Madame Leblanc, Madame Dujardin, Monsieur Fitaman. Pour le comité des œuvres sociales, Madame Desmet. Pour le Damier Club de Waterloo, Monsieur Charles, encore lui. Pour le musée des arts et traditions, Monsieur Charles. Je ne répéterai pas ce que je viens de dire. Pour Waterloo Tennis Club, Madame Lévesque. Pour le CIAVIC, Monsieur Gadot. Pour l'Union musicale waterloosienne, Madame Lemoine. Pour les Amis de la Lainière et du Textile, Madame Leblanc. Pour les syndicats des pêcheurs à la ligne Roubaix-Tourcoing et Canton, M. Debatz. Et pour l'amicale laïque du centre, devinez qui? M. Gilbert Charles. Enfin, en tout cas, dans tout ça, je me félicite de voir les élus de Waterloo autant investis dans les associations de la ville. C'est bien logique au demeurant. Voilà, je mets donc aux voix ces subventions pour les associations. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Que ceux qui sont pour le manifestent en levant la main. Merci, unanimité. Bon, j'en arrive donc au vote du budget. Maintenant qu'on a les recettes, qu'on a soutenu les subventions aux associations, je mets donc aux voix ce budget. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je crains d'avoir vu... Je peux comprendre que dans l'enthousiasme de voter avec la majorité, monsieur... Et d'ailleurs, justement, que ceux qui votent le budget le manifestent en levant la main. Voilà.
Il est donc adopté à la majorité. Merci mes chers collègues. Notre ville 1, un budget. J'en arrive donc au rapport numéro 4 à 10, c'est-à-dire les conclusions d'avenant à la convention avec l'Office municipal de l'éducation permanente, le comité des offres sociales du personnel, l'Office du tourisme, l'association Acti-Jeunes, l'association Avenir Jeunesse, Mission locale Waterloo, l'ERS, l'association des centres sociaux de Waterloo, l'Office municipal des sports. Il s'agit de délibérations récurrentes dès lors qu'on verse une subvention, vous le savez, supérieure à 23 000 € aux associations. Il convient de signer un avenant à la convention initiale. Pour le rapport numéro 4, je le précise, M. Dumoulin, signataire de la convention pour l'Office municipal d'éducation permanente, ne prendra pas part au vote. Je propose un vote global après. Bon. M. Lemay, pour le rapport numéro 6, signataire de la convention pour l'Office du tourisme, ne prendra pas part au vote. Pour le rapport numéro 8, M. Meki, signataire de la convention pour l'association Avenir Jeunesse, ne prendra pas part au vote. Pour le rapport numéro 9, M. Chayani, signataire de la convention pour l'association des centres sociaux, ne prendra pas part au vote. Je n'ai pas été saisi de demande d'intervention, donc sur ces rapports 4 à 10, je les mets aux voix globalement. Il y a des votes contre, des abstentions. C'est donc à l'unanimité. Merci. J'en arrive au rapport numéro 11, rapport de recherche de subventions, et je ne doute pas qu'il saura faire l'unanimité, puisque plusieurs projets inscrits au budget primitif 2022 sont susceptibles d'un soutien financier de divers partenaires tels que l'État, la région, le département, la MEL, entre autres. Et donc pour la constitution du dossier de demande de subvention, certains partenaires souhaitent obtenir une délibération qui approuve le programme et l'enveloppe prévisionnelle du projet. Voilà pourquoi, en conséquence, je propose au conseil municipal d'approuver le programme et l'enveloppe budgétaire de ces différentes opérations et de m'autoriser à déposer, le cas échéant, un dossier de demande de subvention, ce qui m'évitera de réunir le conseil municipal. Mais comme il s'agit d'aller chercher des recettes, je suppose que tout le monde en conviendra. Donc je mets donc aux voix ce rapport numéro 11. Des votes contre, des abstentions. Il est donc adopté à l'unanimité. Vous voyez, je vous l'avais dit. Monsieur Gadeau, vous avez le rapport numéro 12. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, organisation des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes et qui en découle une convention de prise en charge par une entreprise de pompes funèbres. C'est une délibération technique, mais également humaine. La commune doit prendre en charge les obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes et choisit l'organisme qui assurera ces obsèques. La convention existante arrivant à expiration le 30 avril 2022, une mise en concurrence a été organisée auprès des principales entreprises des pompes funèbres de l'agglomération. Seules 2 entreprises ont répondu. L'entreprise Pompe Funèbre René Collet a proposé les offres les moins disantes pour une inhumation ou une crémation. En conséquence, l'administration municipale propose au conseil municipal de conclure la convention avec l'entreprise des pompes funèbres Collet et d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention et tous les documents s'y rapportant. J'en ai terminé, monsieur le maire. Merci, M. Gadeau. Je joins mes remerciements aux vôtres, car il fut un temps pas si lointain où il n'y avait qu'une seule entreprise de pompes funèbres qui se manifestait pour ce qu'on appelle un peu le dernier adieu aux indigents. Voilà, c'est comme ça qu'on disait dans le temps. Et je sais gré à celui, à cette entreprise qui a accepté de déposer un dossier. Ils ont 2, c'est vrai, tant mieux, les efforts qui sont faits. Et je regrette très sincèrement qu'il n'y en ait pas plus. Je connais les coûts, je connais la contrainte, bien entendu. Je regrette toujours qu'il n'y ait pas plus d'entrepreneurs de pompes funèbres qui se manifestent dans cette tâche qui, comme vous l'avez dit, est d'humanisme et d'humanité. C'est aussi une des pierres de fraternité que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, je peux être saisi de demande d'intervention, des votes contre, des abstentions. Unanimité, M. Gadeau. Merci. Madame Reifers, vous avez le rapport numéro 13, un rapport qui a déjà fait parler de lui. Merci, Monsieur le maire. Donc, rapport 13, cession de terrain au département du Nord pour la reconstruction du collège Pablo Neruda. La relocalisation du collège Neruda, rendue impérative par le coût d'entretien important des structures métalliques le composant. Je vous rappelle que c'est le dernier collège à ossature métallique dit de type Pailleron du Nord, a fait l'objet d'une délibération le 10 décembre 2014, actant d'une cession de 3 parcelles cadastrées BI 134, BI 367 et BI 419 et de la propriété ville au département du Nord pour un montant de 400 000 €. Être force de proposition dans la relocalisation du collège Neruda constitue pour la ville une opportunité essentielle de maintien de 3 collèges publics sur son territoire. Outre une meilleure répartition de la carte scolaire en lien avec l'accroissement de la population attendue
sur la ZAC de l'hippodrome, la situation particulière de cet équipement emblématique et structurant constitue une opportunité urbaine marquante en entrée de centre-ville. Les conclusions des études de faisabilité réalisées par les services du département sur le parcellaire, ci-dessus évoqué, déterminent d'importants surcoûts dans la prise en charge de contraintes techniques liées à la pollution, à l'existence d'une zone humide, à la gestion de l'assainissement, au traitement acoustique des futures façades donnant boulevard Pierre-Mauroy. Au regard des spécificités techniques précédemment évoquées, de leur impact sur le budget global de l'opération et de l'intérêt pour la ville de maintenir ce collège sur son territoire, il est proposé d'abroger la délibération 93 du 10 décembre 2014 et d'acter la cession au département du nord des parcelles communales que j'ai citées un peu plus haut à l'euro symbolique. J'ai terminé, Monsieur le maire. Merci, madame. Je pense que vous avez fait une belle synthèse sur ce dossier qui n'a, je ne vais pas dire que trop tardé, parce qu'il a fallu prendre du temps, en même temps faire regarder aux profondeurs les choses. Et je sais gré au président Le Cerf d'abord, et aussi président Poiré, d'avoir voulu vraiment se saisir de ce dossier, et nonobstant le fait que nous soyons engagés l'un et l'autre dans des histoires politiques différentes, j'ai apprécié sa détermination à ce que ce dossier aboutisse. Voilà, alors c'est la conséquence de nos efforts, c'est aussi le fait d'avoir réussi à convaincre que cette ville, elle était en train de se moderniser, de donner un coup de pied dans le fond de la piscine, que le déclin de l'industrie textile et les scories qu'il nous a laissées étaient derrière nous, qu'elle va redevenir attractive, qu'elle est en train de le redevenir. Et donc nous avons légitimement droit à la reconstruction du collège Neruda. Donc c'est une décision importante. Elle est coûteuse, c'est vrai. Mais bon, chacun a fait une partie du chemin. Voilà. Je pense que la MEL a fait une belle partie du chemin et le département aussi, nonobstant cette position et cette posture de principe. Donc cette délibération est importante, chacun l'aura compris. Y a-t-il il pas été saisi de demande d'intervention, des votes contre, des abstentions? Donc elle est donc votée à l'unanimité, monsieur le conseiller départemental. Vous pourrez dire cela à qui de droit? Nous en arrivons donc au rapport de madame Lestienne, les rapports 14 à 16. Merci, monsieur le maire. Donc, 3 délibérations qui concernent des demandes d'aide financière auprès de l'État au titre de la dotation de soutien à l'investissement local. La première concerne le remplacement de la toiture en zinc du bâtiment de l'hôtel de ville, avec un coût des travaux estimé à 200 000 € hors taxe, projet qui peut faire l'objet d'une demande d'aide à hauteur de 40%, soit 80 000 €. La deuxième concerne le remplacement du reste des menuiseries pour optimiser le bénéfice énergétique de l'ensemble du bâtiment de Ferdinand Buisson. Le montant prévisionnel des travaux est estimé à 167 000 € hors taxe. Ce projet peut faire également l'objet d'un financement à hauteur de 40%, soit 66 800 €. Et la troisième concerne, ça va faire plaisir à Rabat, l'accessibilité, groupe scolaire Jean Jaurès, groupe scolaire Jean Massé, groupe scolaire Léo Lagrange. Le montant prévisionnel des travaux est estimé à 230 000 €. Le projet peut faire également l'objet d'une demande de financement à hauteur de 40%, soit 92 000 €. J'ai terminé, monsieur le maire. Bien, malheureusement, ce ne sont pas encore des décisions de subvention, mais ce sont des autorisations pour nous aller les quérir, et on va le faire. Bon, je suppose qu'il n'y a pas d'avis, enfin, je n'ai pas été saisi de demande d'intervention, il n'y a pas d'avis négatif, donc pas de vote contre, pas d'abstention, c'est donc adopté à l'unanimité. Merci, mes chers collègues. Monsieur Delfosse, vous avez les rapports 17 et 18, qui, à mon avis, devraient subir le même sort. Merci, monsieur le maire. Rapport 17. Par délibération précédente, le conseil municipal a autorisé la conclusion d'une convention de partenariat avec l'OMS et l'association USW. L'attribution d'une subvention d'un montant supérieur à 23 000 € au titre de l'année 2022 à cette association conduit l'administration municipale à proposer au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer l'avenant à la charte. Rapport 18, c'est dans le même cadre.
Par délibération précédente, le conseil municipal a autorisé la conclusion d'une convention de partenariat avec l'OMS et l'association Con Handball. L'attribution d'une convention d'un montant supérieur à 23 000 € au titre de l'année 2022 à cette association conduit l'administration municipale à proposer au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer l'avenant à la charte. L'administration municipale propose au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer ces deux avenants. J'en ai terminé, monsieur le maire. Merci, monsieur. Je n'ai pas été saisi de demande d'intervention. C'est assez classique, c'est la mise en œuvre du budget, très bien. Donc, pas de vote contre, pas d'abstention. C'est donc adopté à l'unanimité. Merci, monsieur de Matos. Vous avez les rapports 19 et 20. Merci, monsieur le maire. Rapport 19 sur les règlements de fonctionnement des établissements d'accueil du jeune enfant. Conformément à l'article R 2324-30 du Code de la santé publique, les établissements et services d'accueil du jeune enfant élaborent un règlement de fonctionnement qui précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement. Donc, ce règlement a fait l'objet de quelques modifications en concertation avec la Caisse d'allocation familiale, à savoir donc, des précisions d'ordre spécifique et organisationnel, des précisions relatives aux modalités d'inscription et d'admission, ajout du déroulement de la période d'adaptation et l'ajout du déroulement d'une journée type. En conséquence, l'administration municipale propose au Conseil de valider le règlement de fonctionnement des établissements d'accueil du jeune enfant. Rapport numéro 20. Adhésion au réseau métropolitain des moyens d'impression entre la métropole européenne de Lille et ses communes membres. Adoption du règlement général de mutualisation des moyens d'impression et de la convention. Par délibération numéro 16C 1056 du 2 décembre 2016, le Conseil de la métropole européenne de Lille a lancé l'expérimentation, pour une durée de 12 mois à compter du 1er janvier 2017, de l'action de mutualisation inscrite au schéma de mutualisation de l'AMEL, portant sur les moyens d'impression de la métropole et de ses communes membres. Il s'agit d'une mutualisation ascendante et descendante, visant au partage à la fois de l'imprimerie de l'AMEL, mais également des moyens d'impression dont disposent certaines communes membres, lorsqu'elles le souhaitent. Les objectifs immédiats recherchés par l'AMEL et ses communes membres sont les suivantes. Donc, rationaliser l'offre de services d'impression à l'échelle du territoire métropolitain, consolider les activités des imprimeries de l'AMEL et de ses communes membres, organiser une coopération entre l'AMEL et les communes membres afin de renforcer les mécanismes de mutualisation et des mises en réseau, et permettre enfin aux communes non dotées de moyens d'impression de se tourner vers les services de l'imprimerie métropolitaine ou d'autres communes membres, en complément des prestataires extérieurs. L'intérêt pour la ville de Wattrelos d'adhérer à ce dispositif dans un cadre descendant, accès à l'imprimerie métropolitaine sans partage des moyens d'impression de la ville, il est important de le préciser, et de permettre l'accès à des produits d'impression non gérés en interne, kakémono, grandes affiches ou impression 3D par exemple, ainsi qu'un potentiel de reproduction de masse sur des durées contraintes. L'intérêt est également financier, tout en conservant des moyens internes d'impression et donc une autonomie de fonctionnement. La ville de Wattrelos allège les contraintes budgétaires liées au gros renouvellement des machines et va pouvoir réfléchir au redimensionnement de son unité de production. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le projet de mutualisation des moyens d'impression avec la métropole européenne de Lille, d'approuver le règlement général de mutualisation des moyens d'impression tel que s'y annexé, d'imputer les dépenses correspondantes au coût de prestation dans la limite des crédits votés au budget, d'autoriser monsieur le maire à signer la convention descendante annexée avec l'AMEL. J'en ai terminé, monsieur le maire. Merci, monsieur de Matos. C'est important ce que vous avez dit sur la deuxième délibération numéro 20 pour qu'on comprenne bien que nous ne lâchons pas la proie pour l'ombre et que nous améliorons nos capacités d'intervention, nous les renforçons en utilisant une contribution métropolitaine sans nous dévêtir, si j'ose dire, de nos propres moyens. C'est le souhait de cette administration municipale. Voilà. Alors, je vais peut-être faire séparément les deux délibérations qui n'ont, sur le fond, pas grand-chose à voir. Le règlement jeune enfant, des votes contre, des abstentions, donc unanimité. Merci. Sur la dernière délibération, sur la mutualisation des moyens d'impression et donc le recours à la métropole pour un certain nombre de prestations. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Eh bien, la dernière délibération aura été aussi adoptée à l'unanimité. Voilà. Avant de clore la séance, je vous rappelle, mes chers collègues, que vous pouvez consulter le registre synthétisant les décisions prises en vertu de l'article L. 2122 du Code général des collectivités territoriales. Par cette séance,
la ville se sera dotée en 1h30 d'un budget qui va lui permettre de conduire à la fois ses investissements, de faire fonctionner ses services, tout en baissant ses impôts. C'est un beau résultat et un beau travail. Et puis, pour fêter cela, nous n'avons pas de possibilité de convivialité parce que je suis persuadé que sinon, Guy-Noël Lemay et Gilbert Charles auraient été heureux de nous payer un verre. Mais ils en souffrent compte tenu des restrictions, des contraintes sanitaires. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci.